Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 115 de la saison 5. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Maria Val, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Yahi. Oui. Comment on dit Ella? Mia. J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Chouchou. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois et en échange vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. Apprendre à devenir parent, c'est se poser 1000 questions sur la façon de faire, c'est s'adapter en permanence, c'est tenter des techniques improbables pour se faire écouter, c'est craquer, c'est crier, c'est s'excuser, c'est se dire que demain sera un meilleur jour. Bref, être parent, c'est les montagnes russes, mais si vous écoutez ce podcast, vous le savez déjà. Et au final, c'est aussi chercher des infos pragmatiques sur les astuces qui marchent avec un enfant qui, par exemple, refuse d'écouter nos demandes. Céline Siritelli, c'est coach parental, elle accompagne les parents en demande de guidance. Cet épisode n'est pas un concentré de recettes miracles, mais bien des tips ou des outils pragmatiques qui donnent des pistes pour essayer de retrouver un climat le plus serein possible à la maison. Et je le sais, vous comme moi, on en rêve tous. Même si, je le dis, loin de nous l'idée de vous mettre la pression si vous n'y arrivez pas, nous sommes tous humains et humaines, on a tous nos problèmes, on a tous notre fatigue à gérer, on a tous des enfants différents, parce que chaque famille, chaque enfant a ses spécificités, et il y a simplement, il faut le dire, des comportements communs à des âges particuliers, et c'est ça qu'on peut essayer d'accompagner au mieux. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Céline. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast et c'est très drôle, je vais raconter cette anecdote parce qu'en fait je te suis depuis longtemps mais sur mon compte perso et j'avais jamais capté que toi c'était sur mon compte de la matrescence, donc en fait on s'est croisés pendant longtemps parce que tu m'écrivais, je voyais pas et moi je me disais faut trop que je l'interviewe et c'est, tu vois, voilà, les réseaux sociaux c'est très drôle et on a réussi à se capter, donc je suis très fière parce que j'adore vraiment ce que tu fais, je te le dis, et donc merci d'avoir dit oui pour l'interview. C'est moi qui suis honorée que tu me tendes ton micro. Bon, on est 2 alors, comme ça c'est cool. Alors déjà, raconte-nous, pourquoi est-ce que tu es devenue coach parental? C'est une grande question. Je suis devenue coach parental dans une logique de 2e carrière, on va dire. J'ai pas toujours fait ce métier. Pendant longtemps, initialement, j'ai fait des études en linguistique. J'ai travaillé en recherche sur la communication interpersonnelle et j'ai un doctorat en sciences du langage.
Et tout ce que j'ai appris dans ce cadre-là, toute la recherche appliquée, la thèse, je l'ai d'abord mis au service des entreprises, de grands groupes, dans le domaine des ressources humaines et plus particulièrement de l'intégration des personnes en situation de handicap, les politiques de diversité, d'emploi en faveur des personnes en situation de handicap. J'ai été en haut des grandes tours à la Défense, parler avec des directeurs généraux de grands groupes sur c'est quoi le sens du handicap. J'ai fait du conseil, donc là c'était la partie un peu stratégique, du conseil opérationnel, de la formation, du management, sur tout ce sujet de la prise en compte de la différence de chacun, quelle place elle a, quel sens ça a de faire une place à des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Est-ce que c'est faire preuve de charité ou est-ce que c'est au contraire donner une ouverture à des compétences supplémentaires. Et j'avais travaillé d'abord en recherche, puis en tant que chef de projet et consultante sur tout ce message qu'on a en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap. Et puis, il y a un moment où ce métier de consultante, ces exigences, ces challenges, ces frustrations aussi, parce que parfois on a l'impression un peu qu'on coche des cases de c'est bon, j'ai fait telle action positive que je pourrais mettre dans mon rapport de fin d'année. Tout ça a conduit un peu à un moment de remise en question et qui m'a amené personnellement, j'attendais mon 3e enfant à ce moment-là aussi, ça a sans doute joué, à remettre tout à plat et de me dire « Ok Céline, t'as fait du coaching en entreprise, tu sais gérer des projets, tu sais créer du changement, tu sais mobiliser les équipes sur un changement, tu as une thèse en sciences du langage, qu'est-ce que tu fais de tout ça qui te donne envie de te lever le matin et qui soit aligné avec ce qui compte pour toi ». Et c'est de cette réflexion-là qu'est née l'idée de créer un cabinet pour être aux côtés des parents. Donc j'ai fondé Paisy en 2017. Et cette idée, c'était d'aider les parents qui en ont marre de crier sur leurs enfants. C'était comme ça que je l'expliquais au début aux enfants. Dans une recherche de soutien aux parents dans la mise en œuvre de ce qui leur tient à cœur, en fait. Et de vraiment me caler sur chacun, ce qui compte pour eux, ce à quoi ils aspirent, ce qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants et leur permettre de le mettre en pratique. C'est marrant parce que tu sais, on me demande souvent, est-ce que la matrescence arrive qu'au premier enfant ? Et moi, personnellement, j'ai senti qu'au premier et au 3e, j'ai eu vraiment ce truc de « Ok, maintenant, qu'est-ce que je refais de ma vie ? Quelle est mon identité ?» Pas après ma 2e, mais ma 3e, parce que je savais que c'était ma dernière et que voilà, maintenant, j'allais sur une autre phase de ma vie. Et c'est un peu toi, ce qui t'est passé. Tu sais, tu te remets en question. Bon, les enfants, ça y est. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste de moi dans cette maternité ? Qu'est-ce que je veux ? Ça, c'est intéressant, je trouve. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est ton métier ? C'est quoi être coach parental ? Alors, coach parental, c'est le terme qui parle le plus et qui me permet d'entrer en relation avec les parents. Mais derrière ce terme de coach parental, c'est le métier de la guidance parentale. C'est d'aider les parents à ajuster leurs interventions, les réponses, les postures qu'ils ont vis-à-vis de leurs enfants pour obtenir un petit peu plus de ce à quoi ils aspirent. Comment je peux ajuster ma posture ? Quelle est la réponse parentale qui soit la plus vertueuse quand mon enfant se roule par terre à chaque fois que je refuse quelque chose ? Quelle réponse adopter quand mon enfant exprime des peurs ? Il a du mal à s'endormir, c'est la crainte que quelqu'un puisse rentrer dans la maison. Quelle est la meilleure option ? C'est toute cette... je dis souvent aux parents, c'est pas une question de révolution, on trouve à chaque fois les ajustements qui vont faire la différence, qui vont être déterminants et qui inclut aussi le décryptage qu'on a du comportement de l'enfant. Donc ça, c'est un peu la partie psychoéducation. Qu'est-ce qui se cache derrière le comportement de l'enfant ? Quelle est la meilleure façon d'encourager certains types de comportements qu'on juge, qu'on estime adaptés, attendus, et au contraire de diminuer l'apparition de comportements qui sont pas souhaitables par les parents, que les parents estiment pas adaptés, ou qui peuvent poser problème à l'enfant lui-même d'ailleurs. Et donc ça aide forcément quand on est dans une impasse de prendre un peu de recul et de faire appel à des coachs. J'en parle très ouvertement, je sais que ça peut être très décrié en France. On en a parlé toi et moi juste avant qu'on commence l'interview, parce que voilà, la profession n'est pas réglementée, donc on trouve de tout. Je sais qu'il y a eu un article il n'y a pas longtemps sur le fait que ça posait des problèmes pour les professionnels de la petite enfance, tout ça. Mais la réalité, c'est que on a besoin d'aide en tant que parent. Je pense, la question de la réglementation, elle est large, complexe, et puis le facteur temps jouera sans doute. Effectivement, aujourd'hui, c'est un métier qui est émergent.
et qui est peu connu. En fait, tu as une fuite d'eau, tu tapes plombier dans Google ou un autre système de recherche et tes enfants crient ou tu cries trop souvent, tu tapes pas coach parental en fait. Tu tapes pourquoi mon enfant crie tout le temps, pourquoi les colères de mon enfant me rendent dingue. Donc c'est un métier qui est peu identifié et donc peu réglementé, ce sera sans doute amené à évoluer, mais ça répond pour moi vraiment à une préoccupation, une demande des parents d'avoir des outils très concrets sur comment ajuster mes réponses dans telle situation pour m'approcher de ce à quoi j'aspire pour le quotidien avec mes enfants. Il y a cette idée on les aime plus que tout, mais comment est-ce qu'on peut aussi apprécier les moments qu'on partage avec eux pour garder l'envie de rentrer le soir, les retrouver, ne pas appréhender, avoir ce sentiment, beaucoup de parents le décrivent, là, je marche sur des œufs parce que chaque réponse que je peux avoir pourrait déclencher une crise qui va faire basculer notre journée dans le noir. Et tout ça, vraiment, c'est ce qui correspond à leurs demandes actuelles et sur lesquelles, à la fois, il y a beaucoup d'informations. Certains disent « Ah, c'est trop facile, aujourd'hui, les parents, ils ont de la chance, ils ont plein d'informations ». Et en même temps, on peut aussi brouiller les pistes sur oui, mais concrètement, c'est quoi être à l'écoute de l'enfant ? Attends, on m'a dit que je pouvais donner des choix, mais moi je lui ai dit pour t'habiller, tu préfères le pull bleu ou le pull rouge ? Et il m'a répondu aucun. Et ça, c'était pas dans le manuel. Et il y a beaucoup de questions auxquelles peu de professions répondent de façon très concertée, très guidée, très soutenue. C'est vraiment un métier intermédiaire extrêmement pragmatique. C'est pas le coaching à l'américaine de la réponse est en toi, petit scarabée, en fait. Moi, c'est pour ça, ce terme de coaching, il permet d'être en relation, mais c'est vraiment ce mot de guidance qui permet de comprendre où sont les parents, qu'est-ce qui compte pour eux, vers quoi ils veulent aller, de quelles ressources ils disposent ou non pour y aller, quel est l'objectif qui ressemble le plus à ce à quoi ils aspirent. Tout le monde dit « je voudrais un quotidien serein ». Ok, mais ça commence par quoi ? Est-ce que chez moi, c'est apaiser les retrouvailles après l'école ? Est-ce que c'est calmer les départs le matin parce qu'on se sépare toujours dans des conditions difficiles ? Donc, travailler sur l'objectif, les ressources, et maintenant, qu'est-ce qu'on a pour se mettre en chemin de façon la plus efficace possible vers cet objectif ? Alors aujourd'hui, on va parler d'un sentiment qu'on adore en tant que parent, la frustration chez nos enfants. Déjà, comment est-ce que toi, tu définirais la frustration ? Bon, je crois qu'assez simplement, on peut dire que la frustration, c'est le fait de ne pas avoir quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a très envie d'avoir. Et en ça, la frustration, elle est dans la grande famille de la colère. La frustration, elle crée physiquement ce truc-là, comme la colère, qui rassemble le corps, qui crispe les mâchoires, qui crispe les bras, et qui, dans un mouvement de décharge de cette tension musculaire, fait taper des pieds, jeter des objets. Parfois, c'est dans les mâchoires que ça se détend, donc mordre pour détendre. Et c'est ça la frustration, c'est ce truc, je veux quelque chose très fort et je ne peux pas l'avoir. Ça n'arrive pas qu'aux enfants, c'est juste que les déclencheurs ne sont pas les mêmes. Coupe-moi le Wi-Fi au moment où je dois envoyer un mail, ce que je vais ressentir, c'est de la frustration. Et c'est la même que celle d'un enfant à qui tu tends son cornet de glace avec une belle boule. Là, il s'apprête à mettre le premier coup de langue et la boule tombe par terre. Et ce qui tombe par terre à ce moment-là, c'est pas juste une boule de glace on va racheter une autre. Mes parents m'ont dit que c'était demain qu'on allait acheter de la glace. J'ai réfléchi longtemps, j'ai hésité, j'ai choisi le parfum. J'ai vu la glace se faire, on me l'a tendue et là, le truc tombe par terre alors que je le voulais très fort. Et en fait... j'ai déjà vécu ça. Sur la frustration, on a tendance à se concentrer sur ce que j'appelle les déclencheurs, en fait. Qu'est-ce qui l'a fait advenir ? Et en ça, on se sent souvent, on a du mal à comprendre ce que peuvent ressentir les enfants, mais en fait, le mécanisme, il est le même. Je veux quelque chose très fort, envoyer un mail ou attaquer cette glace, et bim, je ne l'ai pas du tout. Sauf qu'on le sait, nous, on a un cerveau qui est un petit peu plus mature et logiquement, on est censé se raisonner face à la frustration. C'est un peu moins le cas donc pour les tout petits enfants. Si vous avez jamais écouté, j'ai fait 2 épisodes sur le développement des neurosciences. Vous pouvez écouter, j'ai plus les numéros en tête, mais vous pouvez chercher pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Nous, on va aller dans le concret. Comment est-ce qu'on apprend aux enfants à gérer la frustration et à partir de quel âge déjà est-ce que c'est possible ? Oh, c'est possible, assez jeune sur certains aspects. Alors, comment est-ce qu'on apprend la frustration ? Il y a souvent la question il faut frustrer pour apprendre la frustration.
Bon, la vie des enfants, le quotidien général, comporte naturellement une assez grande dose de frustration pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter de façon artificielle. La frustration ne s'apprend pas en imposant une situation de frustration. La frustration, elle s'apprend c'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, il faut des conditions favorables pour cet apprentissage. Et il faut aussi fournir des stratégies qui vont faire que petit à petit, ce truc hyper inconfortable, je vais commencer à le reconnaître. Il va devenir familier. Il va moins me bouleverser. Et bientôt, je le reconnaîtrai assez bien. On m'aura assez montré comment faire que j'arriverai à mobiliser des stratégies de régulation. Moi, aujourd'hui, mais finalement, c'est assez récemment que je l'ai appris, dans l'exemple du Wi-Fi qui ne fonctionne pas au moment où je dois envoyer un mail. Je sais que m'acharner sur les touches de mon ordinateur, les prises Internet, ne résout pas souvent le problème, et que quand c'est ça, j'ai intérêt à me repositionner sur quelque chose que j'ai l'impression de pouvoir contrôler. Je ne peux pas faire apparaître le Wi-Fi, je vais aller boire un verre d'eau. Et je vais voir si quand j'aurai bu le verre d'eau, le Wi-Fi sera revenu. Je veux commander quelque chose qui n'est pas disponible. Je n'ai pas le budget et je voudrais vraiment commander ce truc. Je peux décider de le mettre dans ma liste d'envies. On peut apprendre en tant qu'adulte comment on peut mobiliser des stratégies face à la frustration. Rien que l'exprimer aussi, dire là, je le voulais très fort ce truc. J'avais trouvé une organisation pour qu'on puisse aller à cette soirée. J'avais très envie d'y aller et bim, le truc s'annule. Ah, ça c'est vraiment ça, c'est de la frustration. Donc ça, c'est une partie qu'on peut partager avec des enfants très très jeunes pour montrer comment nous aussi on vit ces moments de frustration, enfin que nous aussi on les vit et comment nous on les vit. Et les tout petits les vivent très tôt, c'est-à-dire que parfois la gravité est une source de frustration. Pourquoi ce bloc que je viens de poser en haut de ma tour ne reste pas comme je voulais qu'il reste? Qu'est-ce que c'est que ce moment où ça bascule et où tout s'effondre alors que j'ai construit pièce après pièce cette tour? Pourquoi il y avait l'autre fois... C'était un enfant de 15 mois où la paille ne rentrait pas dans le goulot de la bouteille et ça crée de la frustration. Le monde qui nous résiste, les enfants qui colorient où ça dépasse, ils n'arrivent pas à saisir quelque chose qui est très fin, très petit, tout ça peut générer de la frustration et c'est plein d'opportunités d'apprendre quelque chose. Donc pour apprendre à vivre la frustration, il y a cette nécessité de circonstances favorables, on va l'aider à la reconnaître. Pour en faire un peu une amie, ça, c'est la frustration. C'est quand on veut quelque chose très fort et qu'on peut pas l'avoir. On va fournir à l'enfant des stratégies. Quand tu peux pas avoir ça, ce qui peut t'aider, c'est d'avoir quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui te console, de choisir quelque chose d'autre que tu peux avoir plus facilement. Et on peut vraiment apporter du réconfort, soutenir les enfants dans le développement des stratégies et faire aussi nous-mêmes partie de leur stratégie de régulation. Et il y a toute cette partie de modeler chez l'enfant des comportements de gestion de la frustration. Qu'est-ce que je fais là quand je fais semblant? Si j'avais 4 ans, je crois que je me roulerais par terre là parce que je voulais pile ce truc maintenant et je peux pas l'avoir. Je voulais faire cette recette, il me manque cet ingrédient, c'est infernal. Et tout ça montre que nous on la vit aussi et comment nous on la vit. Donc nous on a trouvé des solutions et donc la meilleure façon c'est de modéliser face à nos enfants des façons de gérer. Oui, il y a plein de stratégies possibles. On peut les aider à réguler leurs propres émotions, donc par notre présence réconfortante. On peut leur montrer, des fois, j'aime bien prendre ce biais de détourner l'attention avec l'humour. Par exemple, il m'énerve ce truc, comment je peux le faire rentrer dedans? Mais dis donc, tu veux pas obéir à cet enfant-là qui voudrait que tu rentres dans le goulot? Et parfois, nos mimiques comme ça, nos exagérations, elles attirent l'attention de l'enfant, elles l'aident plus facilement à tolérer cette frustration, à se sentir moins seul à la vivre. Ouais, à passer à autre chose plus facilement. Alors quand je dis détourner l'attention, c'est absolument pas de dire oh tiens, regarde un éléphant rose. Détourner l'attention, ça devient une stratégie pour aider l'enfant à passer à autre chose. Quand on a d'abord pris le temps de reconnaître que bah oui, ça c'était de la frustration et que c'était pas très agréable et que ce qui peut aider, c'est de choisir autre chose qui nous est plus accessible tout de suite.
Tu peux pas avoir ce bonbon. Qu'est-ce que tu pourrais choisir que tu peux avoir maintenant? Bien sûr qu'il y a des fois où il y a tellement besoin de calme dans une voiture, par exemple, que on peut détourner l'attention rapidement d'un enfant. Ça a une certaine efficacité de détourner très vite l'attention. Simplement, c'est pas ça qui va participer le plus efficacement, le plus durablement et le plus vertueusement au développement de stratégies de régulation. Mais comptez pas sur moi pour jeter la pierre à quelqu'un qui aurait privilégié le calme et l'évitement d'une crise dans une situation. Parfois, le calme, c'est vraiment une priorité dans la vie des parents. Surtout dans une voiture. Surtout dans une voiture. On a l'impression qu'on est dans une bulle qui nous étouffe là, et si ça fait monter la pression, tout va exploser. Et puis un enjeu de sécurité. Oh, et il y a un enjeu de sécurité, effectivement. Et c'est vrai que souvent, ils peuvent être frustrés d'être attachés. Ça, on a tous vécu ce moment où ils ne veulent pas se faire attacher, et c'est vrai qu'on peut comprendre aussi. Alors, s'il y a une chose en tant que parent, je trouve qui est hyper difficile, bon, c'est pour les enfants un tout petit peu plus âgés, mais c'est que quand tu demandes quelque chose à ton enfant et qu'il dit non, j'ai pas envie, non, c'est moi qui décide, non, je ferai pas. Moi, ma fille, elle me fait toujours, quand c'est non, maman. Oui, alors c'est vrai que je t'ai appris le consentement, mais là tout de suite, si tu pouvais oublier ça, ça serait chouette parce que c'est pas très très agréable. Donc, comment on met en place la coopération et à partir de quel âge ? Moi, j'aime beaucoup ce j'ai pas envie et je trouve qu'il questionne beaucoup les parents d'aujourd'hui de se dire bon, attends, on doit être à l'écoute de l'enfant. Donc, quand il me dit j'ai pas envie, est-ce que c'est légitime d'insister, d'imposer oui, mais il a pas envie de brosser ses dents. Oui, mais en fait, c'est important quand même de brosser ses dents, non? Le j'ai pas envie, il nous laisse souvent un peu sur qu'est-ce que ça, c'est pas dans le manuel s'il répond j'ai pas envie. Et on peut avoir plusieurs options. Moi, j'aime bien dire quel est le besoin qui se cache derrière j'ai pas envie? Est-ce que c'est le besoin de ne pas brosser ses dents, ce qui est rare quand même, ou est-ce que c'est le besoin d'avoir envie de faire quelque chose? Et si c'est ça, on peut du coup trouver qu'est-ce qui aide l'enfant à faire les choses sans avoir l'impression qu'elles soient toujours imposées, qu'elles soient toujours subies. Et c'est là qu'on peut utiliser plein de stratégies différentes. On peut accorder un délai, c'est souvent une bonne option, accorder un délai, de dire t'as pas envie maintenant, alors du coup montre-moi ce que tu fais une tour. Ok, est-ce qu'on se dit 2 étages? Quand le deuxième étage est fini, voilà, t'as fait 1, et ben quand le deuxième est fini, donc on peut accorder un délai comme ça qu'on va matérialiser par une action que l'enfant est en train d'accomplir, finir le puzzle, faire un étage en plus, accrocher X dernières pièces. On peut aussi donner un délai de temps qu'on peut matérialiser avec des systèmes comme les timers. On peut offrir des choix. Est-ce que tu préfères, donc sur l'exemple de brosser les dents ou de la douche, est-ce que tu préfères le faire avant tel truc ou après tel truc? Est-ce que tu veux le faire en musique ou avec, il y a des petites histoires parfois pour occuper les enfants pendant la durée du brossage de dents. On peut trouver comme ça plein de ressources pour donner à l'enfant le sentiment d'adhérer à ce qui lui est demandé, et ça l'aide beaucoup, ça leur donne un sentiment de contrôle, et l'idée c'est pas de leur montrer qu'ils contrôlent rien, l'idée c'est de leur permettre de voir de quelle façon je peux nourrir mon besoin de contrôle qui soit quelque chose que je contrôle vraiment, et je peux contrôler de comment je choisis de me brosser les dents, je peux faire plein de choses, décider de beaucoup de choses dans le cadre, dans la contenance qu'offrent les parents sur leurs attentes et leurs demandes. L'enfant, quand il a la sensation de maîtriser, il devient tout de suite beaucoup plus à l'aise avec le fait de coopérer. Ah oui, alors souvent dans les accompagnements, je dis toujours tout ne se joue pas à chaud. Et il y a toute une partie de l'intervention qu'on définit qui est défocalisée du moment où il y a le comportement difficile, le comportement problème, et notamment sur toutes les réactions d'opposition, ce qu'on appelle la non-compliance, c'est-à-dire je demande quelque chose à l'enfant, au mieux il ne semble pas écouter, au pire il refuse catégoriquement. Les pistes qu'on met en place avec les familles, c'est pas un bouton magique qui va être une façon de demander hyper efficace ou une carotte déterminante. Les pistes qui portent le plus leurs fruits, c'est ce qu'on met en place en amont pour donner à l'enfant un sentiment de contrôle, des repères de temps. Souvent, je parle à chaque fois de « avez-vous mis un semainier ?» Est-ce que vous avez essayé de mettre un disque de la journée ou une frise des routines? Et en fait, l'enfant anticipe, se projette, et là, il a l'impression, ça les apaise en fait. Ils ont l'impression de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, parce que si on se met à leur place, parfois ils ont l'impression que on est une espèce de roulette russe là alors maintenant je vais vous dire de vous brosser les dents. Et maintenant j'ai décidé que vous deviez aller faire pipi. Ils ont l'impression que les choses elles nous viennent comme ça, comme des desiderata. Or nous on a très clairement en tête
une certaine routine, une certaine organisation, des contraintes de temps, des critères d'organisation. Il faut avoir fini ça avant de faire ça, parce que sinon on va déjeuner en étant habillé et on risque de se tâcher. On a vraiment plein de choses en tête, mais que eux n'ont pas depuis leur fenêtre. Et donner des repères de temps, c'est souvent un levier très efficace pour limiter l'opposition. Il y a l'implication aussi, permettre, donc je donnais des exemples de donner des choix à l'enfant sous forme de propositions, de réfléchir en amont. Chaque soir, quand je te dis que c'est l'heure du bain, ce que tu me réponds, c'est j'ai pas envie. Et je me demande qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui ferait que ce moment, il nous évite de nous disputer tous les jours. Toi, t'as quoi comme idée? Avec des enfants un peu plus grands, de 4, 5, 6 ans, on peut commencer à avoir ce genre de discussion et de les impliquer en amont. Souvent, ça crée davantage d'adhésion, de coopération. C'est vrai que l'implication, j'avoue, c'est très efficace. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis de se décentraliser du moment de tension et de faire un travail de fond. C'est ça la parentalité au final. Il y a un très long travail de fond, mais c'est souvent le plus difficile et on a parfois du mal à se décentrer de ce moment-là et de se dire qu'on a plus d'impact quand nous aussi on est plus calme et qu'on est dans une réelle intention de se connecter à eux aussi. Je pense qu'ils le sentent très bien quand on veut les forcer à faire quelque chose et qui... Ouais, c'est ça. Quand tu dis forcer à faire quelque chose, à un moment, on se retrouve dans nous-mêmes un besoin d'exercer un contrôle sur, le comportement de l'enfant. Il va aller prendre sa douche. Et 2, le ressenti de l'enfant. Et il va y aller sans râler. Et en fait, cette recherche de contrôle, elle se passe souvent plus à chaud. Et l'idée, c'est pas de dire aux parents, lâcher prise, c'est bon, quoi. C'est pas ça. En fait, c'est affreux de dire, on peut pas leur dire ça aux parents. Mais par contre, de dire, c'est normal que tu aies un besoin de contrôle, mais sur quoi tu peux l'exercer de façon utile et vertueuse. Et donc, on peut l'exercer à plein d'autres moments qui sont plus fructueux, plus fertiles pour obtenir des changements de comportement. Exiger, imposer, c'était l'exemple de la frustration aussi. Je vais imposer une situation de frustration et tu dois la tolérer, ça ne fonctionne pas. Il manque tout l'étayage. Je prends l'image d'un échafaudage, les petits échafaudages, les petits étais qu'on met quand on les installe contre des murs dans des bâtiments, qui vont soutenir l'apprentissage de l'enfant. Et finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est aider mon enfant à faire ce que je lui demande de faire. Et quand on est dans cette logique-là, on est dans une logique d'apprentissage qui nécessite d'avoir des conditions favorables. L'enfant doit se sentir capable, doit se sentir outillé, doit avoir des guides pour sa propre action. Les parents fournissent eux-mêmes une guidance à l'enfant qui est vraiment déterminante. Et ça permet aussi d'être dans un mode de relation qui est plus propice pour changer des comportements. Donc tu vois, on en parlait de ce truc où parfois, en tant que parent, on tombe un peu dans le piège de vouloir imposer, de vouloir contraindre, menacer. On est tous passés par là. Hein. Je suis pas en train de dire que ce sont les mauvais parents qui font ça. Hein. Je me suis retrouvée dans ces trucs-là aussi. Quand on est très fatigué, qu'on n'y arrive plus du coup à obtenir ce qu'on veut. Comment est-ce que tu pourrais nous dire, juste quand on veut inverser cette tendance, quand c'est devenu vraiment un cercle très vicieux où l'ambiance à la maison elle est pesante et comme tu dis on marche sur des œufs, on n'y arrive plus, ce serait quoi la première étape pour essayer de sortir de cette relation de contrainte qui est très désagréable? Moi, je prends souvent l'image, la question des objectifs. Quel est l'objectif que je poursuis ? Les parents qui ont ce besoin-là, en fait, c'est des cercles vicieux qui s'installent. C'est-à-dire que moins l'enfant fait ce que je lui demande, plus j'impose des choses. C'est-à-dire, tu vas te doucher et immédiatement, tu vas te doucher et sans râler. Donc mon seuil de tolérance s'abaisse, tout ça crée, du coup ça renforce l'opposition de l'enfant et ça crée un cercle vicieux. Si mon objectif c'est d'apaiser le quotidien en donnant plus de fluidité dans les routines, quelle est la meilleure façon qui s'offre à moi d'atteindre cet objectif ? De façon très pragmatique, j'ai testé, ça fait des mois actuellement que j'insiste, je menace, je mets des récompenses, je mets des punitions, ça ne change pas, tous les soirs c'est le même problème. Ok, donc il y a un pas de côté à faire, de prendre un temps de se dire quelle est l'option qui s'offre à moi pour changer tout ça. Et ce qu'on construit avec les parents, encore une fois, ça se passe plus souvent à froid, de donner des repères à l'enfant, d'impliquer l'enfant, de susciter sa coopération. Tout ne se joue pas à chaud, mais à chaud aussi, quand l'enfant ne fait pas ce que je demande, il y a une façon de réagir qui a plus de portée, c'est-à-dire que si quand l'enfant s'oppose, nous on s'oppose tout autant,
et que on est dans quelque chose de très conflictuel. En fait, on a une réponse à chaud qui entretient les difficultés. De même que si on cherche à éviter la douche pour éviter les problèmes, on a une réponse à chaud qui entretient la difficulté. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas comment est-ce qu'on peut s'acquitter de cette étape, comme une étape de la douche, s'en acquitter d'une façon agréable et satisfaisante pour tous. Donc c'est vraiment de prendre un peu de recul, et c'est pour ça que je trouve que le contexte de la guidance parentale permet aux parents d'être soutenus dans cette prise de recul, décrypter ce qui se cache derrière le comportement de l'enfant et trouver les options qui s'offrent à moi. Avec cette idée d'un apprentissage, de fournir l'étayage, comment je peux aider l'enfant à faire ce que je lui demande de faire. Et je prends souvent, c'était ça, que je voulais rajouter au début, l'image d'un iceberg pour représenter le comportement de l'enfant. Sur la pointe émergée de l'iceberg, tu as le comportement qui pose problème, la partie du comportement de l'enfant qui pose problème aux parents. Celle qui pique. Il refuse d'aller au bain. Le pic. Ça pique. Et sous l'eau, c'est ça. Mais en soi, c'est vraiment ça. C'est la partie du comportement qui pose problème aux parents. Et sous la surface de l'eau, dans la partie immergée, tu as la partie du comportement qui pose problème à l'enfant, ou son intention, ou son envie. Et souvent, il y a des enjeux d'avoir un besoin de contrôle, de faire à ma façon, de me sentir partie prenante, de trouver ma propre motivation, d'être soutenue dans un effort. Et c'est quand on va adresser ce qui se cache derrière le comportement de l'enfant, les racines du comportement, qu'on a une efficacité bien plus grande pour changer cette partie émergée de l'iceberg. Exiger plus fort, arrête de crier quand t'es en colère, ça ne fonctionne pas puisque c'est que le haut. Le bas, c'est comment tu peux vivre cette colère, la comprendre d'une façon qui va se réguler de mieux en mieux, et bientôt, quand la colère, elle ne fera plus le même bouleversement intérieur, ce ne seront plus des gestes de tape qui viendront. Parce que j'ai fourni l'étayage sur l'aspect de l'émotion et pas l'exigence de arrête de taper. Je lui ai expliqué 1000 fois qu'il fallait pas taper et il continue. Le arrête de crier, je pense qu'on l'a tous fait. Et je pense aussi que c'est notre cerveau qui est en état d'alerte. Tu vois, quand tu disais le calme, c'est très important quand on est parent. Quand on est sollicité, que les cris en fin de journée, c'est vrai que c'est compliqué de s'extraire de la situation, de dire ce n'est pas le problème des cris, que se cache-t-il derrière ? Je crois qu'on est tous confrontés à se dire, on sait que c'est ça qu'il faut faire, mais j'y arrive pas. Et c'est aussi la question de quelle est la meilleure façon d'obtenir du calme. Dans certaines situations, on peut nous-mêmes changer de pièce parfois. L'exemple du bain, la salle de bain, c'est une pièce extrêmement bruyante. Il y a des parents qui, en mettant certains systèmes de boules-caisses qui font perdre juste quelques décibels, qui apporte un confort aux parents, qui fait que tout d'un coup, la même scène, les mêmes rires d'enfants ne sont plus un problème juste parce que ils ont gagné un peu de confort. Et que du coup, c'est pas forcément de contrôler toujours le comportement de l'enfant pour avoir ce dont j'ai moi-même besoin, mais quelle est la façon la plus efficace d'obtenir ce dont j'ai besoin. Et c'est pas toujours, d'exiger l'arrêt d'un comportement pour des enfants qui sont morts de rire ou qui sont fâchés d'ailleurs, c'est un peu... Et puis on le dira jamais assez, je pense. Il y a tout un épisode dédié à ça, mais aller dehors, aller dans la nature, ça apaise beaucoup aussi. Je crois que des fois on oublie des trucs assez basiques. Moi j'ai toujours vu que mes enfants dehors, ils ont pas le même comportement. Et tout est beaucoup moins agaçant dehors. Parce que tu parles d'une pièce exiguë, d'une salle de bain, c'est clair. Alors que c'est vrai que le même comportement dehors, dans la nature, bon, mais pas de souci. Mais je te rejoins, la nature a beaucoup de pouvoir pour les enfants et puis pour nous aussi d'ailleurs. C'est vraiment un endroit où quand on peut se ressourcer, ou quand on peut y accéder, ça permet de se ressourcer. T'as beaucoup mentionné se laver les dents, aller se laver, faire des devoirs pour les plus grands. Voilà. En gros, tout ça, ce sont des transitions. Et on sait que les enfants adorent les transitions. Non, c'est une blague. Les enfants rejettent les transitions et sont très déstabilisés par les transitions. Comment est-ce qu'on fait en tant que parent pour que la transition devienne un moment agréable ? À nouveau, sur tout ce qui concerne la régulation des transitions, ce qui aide énormément, c'est tous les aspects de repères visuels, de repères de temps visuel, et encore une fois, d'implication. En fait, la transition, elle est difficile quand elle n'est pas anticipée. Alors que quand je sais d'avance qu'est-ce qui va se passer après telle étape, qu'est-ce qu'on va me demander, qu'est-ce qui sera l'heure de faire, etc., je ne vais plus vivre les transitions de la même façon.
Et pour les enfants, ça joue énormément. C'est exactement le même mécanisme. On peut travailler sur la régulation des moments de transition, comme on travaille sur la régulation des émotions. Mais c'est vrai qu'une particularité, c'est que certains enfants éprouvent beaucoup d'inconfort dans les moments de transition. J'y pensais quand tu parlais de sortir. Beaucoup de parents disent c'est infernal. À chaque fois qu'on doit sortir, tout d'un coup, tout part en crise dans tous les sens. Et je leur pose souvent la question de une fois dehors, comment ça va? Ah ben non, une fois dehors, tout est réglé, mais c'est le moment de sortir. Les moments des transitions, changer d'espace, changer d'activité, sont souvent inconfortables pour les enfants et on peut les aider dans le temps à gérer les transitions avec des repères, mais on peut aussi les accompagner dans apprivoiser ce qui se passe pour eux, tout ce qu'ils ressentent dans ces moments de transition et les accompagner dans l'espace avec des choses qui, un peu comme la logique du doudou, l'objet de transition, de permettre de... Il y a des enfants qui sont aidés de partir d'un endroit pour aller à un autre avec quelque chose. Ça les aide beaucoup à passer d'un espace à un autre. Et on peut comme ça soutenir aussi de cette façon les moments de transition, et notamment quand c'est sortir, quitter un endroit, voilà, faire quelque chose d'un peu simple. Je dis à mon jouet, reste bien en place, parce qu'après cette balade en forêt, voilà ce qu'on va faire ensemble. Et donc de guider les enfants comme ça pour se reprojeter dans après, le retour, d'aider à partir, c'est souvent un coup de pouce pour cette situation particulière là de transition d'un espace vers un autre. Et quand ils sont petits, plus dans les 12-18 mois, qui n'a pas la parole, par contre la frustration est arrivée et les transitions, donc ils crient beaucoup, comment avec eux on peut matérialiser ou verbaliser une transition? Il y a pas leur parole, mais il y a déjà beaucoup de communication et il y a la nôtre. Et en fait, ce qui se fera plus tard avec leur parole, on a vraiment un rôle à jouer. Je reprends ce terme d'étayage, mais il y a tout un étayage langagier qu'on peut fournir. C'est difficile pour toi parce qu'on est en train de quitter la maison. Quitter un espace, c'est quitter une température, c'est quitter une ambiance sonore, c'est quitter... Il y a des enfants très sensibles qui sentent les odeurs et changer d'espace, c'est très fort pour eux. Et juste cet étayage langagier, c'est difficile pour toi parce que on sort de la maison et qu'après on va être dehors et que les sensations sont différentes. Et je suis là pour toi. Et on verra comment ça se passe dehors. Et c'est un peu comme aller au bain et sortir du bain. Une fois qu'on est à tel endroit et qu'on s'y est habitué, c'est de cet endroit qu'on n'a plus envie de partir. Donc c'est la question des transitions. C'est avant tout la question des transitions que la question du bain qui se pose quand c'est ça. Mais tu vois que tout ça, c'est vraiment très développemental. Donc, par notre langage, on peut soutenir l'enfant qui bientôt, quand lui, son langage viendra, déjà, il peut nous comprendre très tôt. Il comprend notre intention. Il sent notre tranquillité. Tout est normal. C'est juste que t'aimes pas sortir. Mais en fait, pour moi, tout est tellement sûr, reconnu, anticipé, tranquille que je peux t'accompagner avec tranquillité dans ton intranquillité, et c'est ça qui fonde la tranquillité des enfants à mesure qu'ils grandissent, de sentir que leur intranquillité ne remet pas trop souvent, trop systématiquement en cause la nôtre. Comment ça se passe avec les enfants qui sont dits hypersensibles? Je sais que tu as déjà fait des articles sur ton blog là-dessus. Est-ce qu'il y a une énorme différence? Est-ce qu'il y a une approche différente à avoir? Est-ce que toutes les techniques que tu as données fonctionnent avec ces enfants-là ou pas du tout? Tu peux nous expliquer? Toujours la question des spécificités, des besoins spécifiques, elle nécessite pour certaines personnes d'aller chercher un peu plus d'ajustement, mais finalement, ce qui fonctionne pour les uns fonctionne souvent pour les autres. Et en fait, pour des enfants hypersensibles, tu vois, il y a souvent dans les consultations, ce qui revient, c'est l'opposition au moment de l'habillage. Il ou elle refuse catégoriquement tel vêtement, arrache les vêtements que je lui mets, s'oppose au moment de mettre les chaussettes, veut toujours les mettre à l'envers, etc. Quand on va chercher dessous, qu'est-ce qui convient pas à l'enfant et qu'on comprend que c'est telle couture, on peut tout de suite avoir beaucoup plus de solutions que d'imposer de mettre les chaussettes parce que c'est pas toi qui décide et que c'est comme ça, un point c'est tout, ou alors en fait il fait tout pour qu'on puisse pas partir à l'heure. Dès qu'on comprend qu'est-ce qu'il y a derrière, là je prends l'exemple de tous les aspects très tactiles, sensoriels qu'ont certains enfants hypersensibles. D'autres sont très sensibles sur les transitions, mais en fait, quand on regarde, tout le monde est sensible, en fait. C'est juste que pour certains, ça prend une ampleur et des manifestations qui sont plus importantes, et ça nécessite de s'ajuster parce que autant
accompagner quelqu'un qui a un peu du mal à partir en disant allez, dehors on va faire tel truc, quand ça suffit, c'est tant mieux. Mais quand le moment de la transition crée beaucoup de déstabilisation pour un enfant très sensible à ces changements d'atmosphère, de température, de sensations, et ça, on est moins préparé à pouvoir accepter, guider ce type de réaction. Mais finalement, c'est bien d'identifier ce qui peut se cacher derrière le comportement de l'enfant pour trouver plus facilement comment l'aider à faire ce que je lui demande de faire. L'idée, bien entendu, c'est pas de dire c'est trop difficile de sortir, on va toujours rester à la maison. C'est pas une solution. J'ai une question qui fâche. Est-ce qu'il faut négocier avec les enfants ? C'est une grande question. J'en ai parlé récemment de la négociation pour répondre à des parents qui disent « Ah, c'est infernal, mon enfant négocie tout le temps ». Du coup, le quotidien est un enfer. Aller au bain, oui mais non. Il faut se laver, non, j'ai pas envie. Oui, mais tu sais, c'est important. Et en fait, souvent, nos propres réponses alimentent des comportements de négociation et justement créent un peu des mécanismes de renforcement positif. Et on met dans la tête de l'enfant l'idée qu'il peut y avoir un argument qui permettrait d'échapper à ce passage obligé que sont toutes les routines du quotidien. Et ils sont malins. Ils apprennent très vite, ils nous observent, et quand nous on répond tout le temps sur le domaine du rationnel mais si il faut, parce que si tu ne brosses pas les dents, il reste des déchets qui constituent une alimentation pour les bactéries. Ils vont dire non mais moi il n'y a pas de déchets, j'ai pas de bactéries. Et les parents me disent attends, c'est terrible, tous mes arguments sont retournés contre moi. Donc ils apprennent très très vite, et puis ils sont les enfants d'aujourd'hui, ils sont encouragés à s'exprimer, leur curiosité est vraiment alimentée, entretenue, donc ça fonctionne très bien. Et l'idée, c'est pas de dire il ne faut pas négocier avec un enfant. Moi, je trouve ça génial de débattre, d'argumenter, de défendre un point de vue, de se sentir écouté dans son point de vue. Les enfants, ils adorent ça. La question, c'est à quel moment est-ce qu'on le fait ? Qu'est-ce qu'on négocie ? Et si c'est le sujet de se laver ou non qui devient un sujet de négociation qui empêche d'avoir le quotidien qu'on a envie de vivre avec nos enfants, c'est peut-être là qu'il faut repositionner l'opportunité de montrer ses capacités d'argumentation sur des moments où c'est adapté de le faire. Et puis, à l'inverse, de renoncer à convaincre sur le plan de la raison, sur le bien fondé de nos demandes, et faire un pas de côté, de dire j'ai l'impression que toi, quand tu négocies, c'est ta façon de me dire que t'as pas envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait te donner envie de faire ce truc ? Est-ce que c'est de le faire autrement ? Est-ce que c'est de le faire à un autre moment ? Et de faire ce pas de côté pour pas encourager les comportements de négociation quand ils se passent systématiquement à des moments qui génèrent des conflits et qui amènent les parents à remettre en question systématiquement leurs demandes, leurs attentes vis-à-vis des enfants. Pour terminer cette interview, j'ai une question, encore, c'est pas une question qui fâche, mais c'est une question d'actualité, on va dire. Je trouve que tu as un point de vue très intéressant sur la remise en question de l'éducation bienveillante, positive, qui est en train d'arriver en ce moment. Est-ce que tu en as fait un article en 5 points ? Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer ton point de vue là-dessus ? La bienveillance, personnellement, c'est vraiment une valeur qui me tient à cœur. Appliquée à l'éducation, pour moi, il y a 2 grands aspects. Le premier, c'est une bienveillance, c'est-à-dire une disposition positive portée aux réactions, aux comportements, aux envies des enfants. Mais c'est aussi, le deuxième point, c'est cette idée de viser un intérêt supérieur de l'enfant. En ce sens, la bienveillance ne me semble pas pouvoir être assimilée au laxisme, parce que la bienveillance, c'est pas la gentillesse, et la bienveillance, c'est pas dire oui tout le temps. La bienveillance, c'est pas de ne pas dire non. La bienveillance, c'est de savoir dire je comprends que toi t'es très déçu parce que ce truc tu le voulais très très fort et ça n'est pas possible de l'avoir maintenant. Et je suis là pour t'aider à traverser ce moment très désagréable, et je sais que bientôt ce moment désagréable il va s'arrêter. Donc il y a ces aspects-là. Pour moi, la question c'est surtout appliquée à l'éducation, l'éducation positive, l'éducation bienveillante, c'est la question de sa réception. Et si on s'imagine que ce sont des choses qui facilitent le quotidien des parents, que j'aurais pas besoin de crier, d'être en conflit, de m'imposer, de dire non, et mon enfant va spontanément faire tout ce que je lui demande, ça va être source de déception. Ce qui me semble avoir été sous-estimé, c'est l'ambition, la complexité de ce modèle-là, qui ne vaut pas pour autant une remise en question, mais
un soutien plus fort des parents, un soutien qui peut être très concret, mais aussi un soutien dans la compréhension de c'est un chemin sur lequel avancer, un idéal, mais la bienveillance, j'aime bien parce que c'est une valeur qui a beaucoup d'exigences. Par exemple, la bienveillance, ça peut pas être à sens unique. Si on veut transmettre la bienveillance à un enfant, il faut bien montrer qu'on est capable d'avoir de la bienveillance pour soi-même. Il y a beaucoup comme ça d'aspects de la bienveillance qui sont très globaux, très... ça marche dans plusieurs sens. C'est ce thérapeute Jesper Juul qui en parle en termes d'équidignité, d'accorder autant d'importance à notre propre dignité, à la dignité personnelle, il prend souvent ce terme, qu'on en accorde à celle de nos enfants. Et il y a cet enjeu à faire preuve d'autant de bienveillance pour soi qu'on cherche à le faire pour nos enfants. Mais c'est pas un chemin facile. Si c'est pas un modèle dans lequel on a grandi, on s'est construit, ça demande beaucoup de réinvention. C'est complexe. Il y a pas toujours des opportunités de reproduire ce qu'on a reçu. Donc c'est difficile, mais ça demande plus un soutien que de jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci beaucoup pour cette définition et cette mise au point, parce que je crois que, et toi et moi, on est d'accord pour dire que, en fait, non, on a besoin de l'éducation respectueuse et qui essaye de prendre en compte les besoins des enfants et des nôtres. Maintenant, il y a plein de doubles discours, il y a plein d'attentes, il y a une société qui est pas très pro-parents, on va dire, et que les parents essayent de se débrouiller bien comme ils peuvent, mais que le but, c'est pas de rejeter ça, c'est d'essayer de mieux l'intégrer, de mieux comprendre. Et je pense que c'est important. Ni le rejeter, ni tout faire peser sur les parents. Effectivement, tout ça s'inscrit dans un contexte sociétal et il y a des logiques d'individualisation qui pourraient nous faire amener à faire reposer uniquement sur les parents beaucoup d'aspects de l'éducation. Or, ça me semble un peu difficile d'avoir ces attentes vis-à-vis des parents. Et je pense aussi que la bienveillance vis-à-vis des parents en tant que professionnels de la parentalité, de la petite enfance aussi, on se doit de l'avoir au service des enfants. Et que toute posture qui pourrait infantiliser les parents, leur faire croire qu'ils ne font pas assez bien, être dans le jugement, elle est problématique pour les enfants. Je sais que c'est ma croyance aujourd'hui, je sais que c'est pas toujours les points de vue qui sont partagés, mais aujourd'hui, je me dis que soutenir les parents, c'est quelque chose qu'on peut faire au bénéfice des enfants. Et que, en tout cas, moi, c'est à ça que je m'attelle dans les accompagnements, en prenant chaque famille là où elle est, avec ce à quoi elle aspire, et en l'aidant à s'approcher un peu plus de cet objectif-là, de façon très pragmatique. Vous avez déjà testé ça n'a pas fonctionné, c'est pas une révolution, on va trouver le petit ajustement qui va changer la donne et qui va être déterminant pour vous, et qui va être au service de la relation parent-enfant et du bien-être de chacun. On peut pas déshabiller Pierre pour rhabiller Paul, en fait. Ça n'a pas de sens de mettre en souffrance les uns pour le bien-être des autres, dans aucun sens. C'est une très bonne réflexion. On ne peut pas mettre en souffrance les uns pour mettre en souffrance, c'est ça que pour le bénéfice des autres. Ouais, exactement. Ça a du sens quand on le dit comme ça. Merci beaucoup Céline pour ton temps et de nous avoir éclairé avec tes petites astuces. Je rappelle, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. C'est hyper intéressant. Tu fais des vidéos très courtes avec plein de petits tips faciles à appliquer. Et j'aime bien ce format parce que je pense que pour des gens qui n'ont pas toujours le temps d'écouter un podcast, notamment, ça fait une petite piqûre de rappel à montrer à tout le monde. Merci à toi. Merci à toi. C'était Céline Sirétélis, coach et accompagnante parentale. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Le podcast vient de reprendre après une longue pause bébé. Si vous cherchez un thème particulier, allez sur le site www.lamatrescence.fr pour trouver votre bonheur et le mettre dans vos oreilles. Il y a déjà 115 épisodes. Cet épisode a été produit par Mini Minois. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.